Il est 15h10 partout en Côte d'Ivoire, précisément sur les antennes de l'Intelligent TV. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans votre émission hebdomadaire, la revue de presse grand format, émission qui décortique pour vous l'actualité d'ici et d'ailleurs avec des consultants les plus aguerris, il faut le savoir. Beta Michel, Ténébé, Ousmane sont avec nous sur ce plateau pour décortiquer 3 sujets que va nous dévoiler maintenant Cécile Mobio. Bonsoir Cécile. Bonsoir Ibrahim. Cécile, comment tu vas? Très bien. Alors Cécile, quels sont les sujets qui sont au programme ce soir? Merci Ibrahim. Alors bonjour chez vous. La gestion des finances publiques, la Cour des comptes fait des révélations accablantes. Son dernier rapport sur l'exécution de la loi de finances en vue du règlement du budget de 2022, plusieurs ministères et structures étatiques soupçonnés de malversation financière. Cherté de la vie en Côte d'Ivoire, le prix de l'électricité a connu une augmentation de 10% depuis le 1er janvier 2024. Le prix moyen de vente de 79 francs CFA kWh est passé à 87 francs CFA kWh. Selon le ministre, le secteur de l'électricité en Côte d'Ivoire connaît un déséquilibre financier accentué par les effets de la pandémie de Covid-19. Et puis, en dernière partie de l'émission, nos invités décortiqueront pour vous le message à la nation du chef de l'État, Alassane Ouattara. Que faut-il retenir? C'est à savoir dans quelques instants. C'est tout pour ce sommaire. Rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite d'émission à vous. Dieu vous garde. Nous sommes de retour sur les antennes de l'Intelligent TV après cette courte transition. Cécile Mobio, merci de nous avoir permis de prendre connaissance avec tous ces sujets. Cécile, l'information qui est là que nous devons donner à nos téléspectateurs, c'est bien sûr la disponibilité de l'Intelligent TV sur satellite, c'est bien cela? Oui, c'est bien cela. Et le numéro c'est 397, tout simplement. Vous tapez 397 sur satellite, et bien vous avez droit à tous les programmes, toutes les émissions de l'Intelligent TV. Si vous nous suivez actuellement sur satellite, sur Internet, nous sommes bel et bien en direct de l'Intelligent TV. Nous sommes dans le studio ici à la Riviera, à Palmeraie, pour cette émission, la revue de presse grand format. Cécile Mobio, très bientôt, c'est la CAN, ça démarre la semaine prochaine, précisément le samedi. Côte d'Ivoire, Guinée, Bissau, votre pronostic? Je n'ai pas de pronostic, on attend de voir et moi je souhaite bonne chance à toutes les équipes. D'accord, merci beaucoup à Cécile Mobio. Je comprends, hein, c'est la position de la journaliste qui ne veut pas afficher clairement son parti pris. Merci infiniment et puis bon week-end à vous Cécile Mobio. Merci Ibrahim, bon week-end à vous également. Merci beaucoup. À tout de suite pour le premier sujet de cette émission qui est relatif au rapport de la Cour des comptes. Beta Michel, directeur de publication du journal Le Bélier, ou précisément, on va préciser les choses, directeur fondateur du journal Le Bélier. Je vois Beta Michel en train de me regarder. Beta Michel, bonsoir. Bonsoir, Khalil. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie et profite pour présenter mes vœux les meilleurs à toute la rédaction de l'Intelligent TV et aussi à tous nos téléspectateurs qui depuis toujours nous suivent et nous rendent vraiment je veux dire, la monnaie de tous nos efforts en nous félicitant, nous saluant et puis voilà. Merci beaucoup. Bonne année à vous également. Mes vœux les meilleurs. On espère qu'on aura beaucoup de santé, beaucoup d'énergie pour nos téléspectateurs pour cette année 2024. Ténébé Ousmane, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu également à notre invitation. Bonne année à vous. Bon, merci beaucoup. C'est les mêmes vœux que je vous formule. En tout cas, des vœux de santé, de prospérité. Et que Dieu vous inspire davantage pour que l'intelligent continue d'édifier les Ivoiriens, ses téléspectateurs.
Merci beaucoup. Et la première partie, pour édifier nos téléspectateurs, comme l'a signifié Ténébé Ousmane, c'est pour parler bien sûr de ce rapport de la Cour des comptes qui fait grand bruit sur la toile un peu partout, en Côte d'Ivoire, même à travers le monde. Vous avez pris connaissance de ce rapport. Déjà, impression? Bon, moi je dis que vraiment ce rapport soulève plusieurs points. D'abord, le premier point, c'est féliciter le travail qui a été fait par nos magistrats, hein, pour rappeler, hein, à tout un chacun ce que c'est que les deniers publics, hein, ce que sont les deniers publics. Voyez-vous, ce rapport existe depuis toujours. Depuis quelques années déjà, la Cour des comptes produit un rapport annuellement. Et à côté de la Cour des comptes, il y a d'autres rapports. Hein. Il y a le rapport de l'inspection d'État, il y a le rapport, il y a d'autres rapports, disons. Donc aujourd'hui, la question centrale, c'est, quand on lit ce rapport qui est près de 90 pages, ce qui ressort, pour moi d'abord, c'est la légèreté. De qui? Non, je parle de ceux qui ont la responsabilité de gérer certaines structures, ceux qui sont à la tête de certaines structures. J'en veux pour preuve la réponse qu'a donnée le ministre de l'Intérieur, son collègue du budget, à la note du rapport qui faisait état de ce que, au niveau des passeports et des CNI, l'État n'a recueilli en 2022 que près de 800 000 francs. Et le ministre qui dit, d'abord le ministre du budget avait dit dans sa première, réponse, qui a été publiée par la Cour, que lui ne savait pas où se trouvaient les ressources qu'il fallait demander à Sénédaï. Aujourd'hui, il produit un autre communiqué pour dire qu'il se justifier. Et ce qu'il a dit, que c'est... Est-ce que c'est le même ministre? Parce que ce rapport, il est disponible depuis, je crois, août 2022. À l'époque, c'était le ministre Moussa Sanogo qui était le ministre du budget. Mais en octobre, on a eu un remaniement ministériel. Le nouveau ministre du budget et des finances, c'est Adama Koulibaly. Mais attends, ce que tu me dis, c'est grave, c'est encore plus grave. C'est-à-dire que tu veux me dire que les faits, hein, que le ministère du budget a posés n'engagent pas ce ministre qui est là aujourd'hui, c'est ça? Non, je vais te demander ça. Les faits. Voilà, il faut éviter ça. L'administration est une continuité. L'administration est une continuité, passation des services. Je pense qu'il a pris le temps de lire ce qui lui a été remis. D'accord. Non, il faut qu'on arrête ça. Il s'agit de dénier de nos enfants, des enfants de tout un chacun, de leur avenir, de leur devenir. Non, il faut qu'on soit plus sérieux. Je vous en prie. Ce que je veux faire remarquer, quand le ministre dit que cet argent-là, qui a été révélé par la Cour des comptes, n'est que les frais de visa, hein, électronique. Mais quand on calcule le visa électronique, vous savez combien ça fait? Près de 15 000 francs. Quand on calcule, ça veut dire en 2022, là, il commence 53 personnes dans tout Côte d'Ivoire là, qui ont payé leur visa électronique. Est-ce que vous pensez que c'est imaginable? Alors, comment vous trouvez la réaction du ministère du budget? Non, mais je trouve que... Avec ce communiqué conjoint qui a produit avec le ministère de l'Intérieur. En tentant de se justifier, il a encore jeté un pavé dans la mare. C'est trop grave. Moi, je dis même ce sujet-là, je ne voulais même pas aborder. Mais comme vous m'obligez, je voulais qu'on laisse le temps aux autorités de faire clairement la lumière sur ces choses-là, pour qu'on puisse mieux analyser et mieux... Mais sinon, ce qui est donné à voir aujourd'hui, là, mais je tombe des nues. Je tombe des nues en ce sens que je me dis, mais est-ce que ceux à qui la Côte d'Ivoire a confié son destin, est-ce que ces administrateurs à qui nous avons confié toujours nos deniers publics sont à la hauteur? Parce que dans ce rapport, plusieurs ministères ont été interpellés. Encore que, je vais encore sur certains administrateurs. Il y a des administrateurs, quand tu vois leur réponse à la Cour des comptes, tu te demandes, mais est-ce qu'ils connaissent les b.a.-ba de l'administration? Parce que l'administration, la seule chose qui compte dans l'administration, c'est les écrits. Quand on te demande un contrat, hein, avec un certain individu ou bien une société et que tu n'es pas capable de fournir ce contrat, mais sur quelle base tu travailles avec elle? D'accord, c'est bien. Non, mais c'est tellement grave que ce rapport, je veux que pour une fois, la Côte d'Ivoire, tout entière, attend de nos autorités qu'elles nous produisent une explication qui soit, hein, à même de nous donner une lecture plus
clair. Je crois qu'il y a des explications qui ont été mais déjà données c'est des explications qui aggravent encore notre incompréhension de l'attitude. On vient à vous. Comment justement vous percevez ces explications qui ont été apportées par le ministère du Budget pour justifier ce manque qui a été observé dans les finances publiques? Moi, ce qui me paraît curieux, c'est devant qui on se justifie. Est-ce que c'est devant l'opinion ou bien est-ce qu'il y a une instance devant qui ces structures-là, je vais parler des ministères qui ont réagi, devaient le faire? Parce que c'est des communiqués qui ont été produits et j'étais aussi sur la toile. Et on a le sentiment que on tente de parler à l'opinion. Or, c'est un débat qui me paraît tellement sérieux. Je m'interroge même sur la pertinence des communiqués qui ont été produits par ces structures d'État. Pourquoi la Cour des comptes, c'est une institution à faire un travail. Et au passage, je dois remercier, féliciter cette institution-là pour le travail qui a été fait. Et en même temps, féliciter le président de la République pour avoir créé, institué ces structures-là. Au moment où c'était fait, des gens ont estimé que c'était des nominations budgétivores. Aujourd'hui, on est en train de voir le rôle central que cette structure-là est en train de jouer. Donc, je pense que ce rapport-là, il est, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais c'est une institution crédible. Ce n'est pas un rapport qui nous vient de l'extérieur, c'est une institution nationale qui a diligenté des enquêtes, en guillemets. Donc, pour vous, c'est un rapport fiable? Je n'ai aucun élément, rien ne me... Au contraire, je dois avoir pleinement confiance en cette structure qui a été nommée par décret par le président de la République. Je n'ai pas de doute sur le contenu du rapport. Maintenant, on peut diligenter des enquêtes pour voir ce qui s'est passé, clairement. Mais il y a un rapport qui a été établi et qui a dénoncé un certain nombre de dysfonctionnements. Et que ceux qui sont incriminés pondent des communiqués qui sont vus sur la toile comme si on tentait de faire un combat d'opinion. C'est ce sentiment que j'ai. Est-ce que c'est par cette méthode qu'il fallait faire? Selon vous, c'était quoi la bonne méthode? Comment ces structures, ces entités qui ont été indexées devaient réagir? Est-ce que c'est devant le peuple? Je veux dire, est-ce que c'est devant l'opinion qu'il faut se défendre? Ce sont des structures régulièrement constituées qui ont travaillé sur la base, des bases légales. Vous allez remarquer que ce rapport invoque des articles de loi pour justifier leur action. Si vous le disiez, c'est au regard d'un certain nombre d'articles qu'ils ont agi. Donc, je pense qu'il aurait dû être plus bienséant quand même que on regarde les choses plus en profondeur et qu'il y ait une suite des enquêtes sérieuses pour voir ce qui se passe. Parce qu'à la vérité, ce qui est mis ici à nu, si c'est avéré, c'est extrêmement grave pour un pays qui, tant bien que mal, tente de s'en sortir, malgré les efforts du gouvernement. Vous n'allez pas me faire répéter ici que la facture du courant, d'électricité sera augmentée. Donc, quand on est face à quand on est face à de telles situations et que des gens gèrent de façon peu scrupuleuse les deniers publics, il y a à s'interroger. D'accord, merci beaucoup. Alors, monsieur, le gouvernement a réagi à cette situation. C'était hier, à l'issue du Conseil des ministres. On va écouter le ministre de la Communication et des Médias, Amadou Koulibaly, qui a réagi au nom du gouvernement sur cette affaire. Elle a produit un travail, elle va remettre son rapport comme elle le fait chaque année. Je dis seulement que je suis heureux que nos concitoyens apprécient enfin que chacune de ces structures a un rôle et participe à la consolidation de notre démocratie et aux règles de bonne gouvernance. Maintenant, pour les différentes structures, vous savez, c'est ceux qui gèrent des sociétés sont habitués à cela. Quand il y a un rapport d'audit, il vous est soumis et puis vous réagissez par rapport à ce rapport avant que la version définitive ne sorte. Moi, ce que je note, c'est que nous avons des institutions qui marchent, qui sont solides, qui sont capables de juger le travail
de l'exécutif. C'est un contrôle, mais il faut s'en féliciter. Alors, Beta Michel, quand vous écoutez le porte-parole du gouvernement qui réagit à cette situation, il parle de consolidation de la démocratie, il parle de bonne gouvernance. Est-ce que vous avez le même sentiment que le ministre Amadou Coulibaly? Est-ce que vous pensez aussi que ce rapport-là indique combien de fois ce pays est bien gouverné? On produit un rapport dans lequel on évoque des malgouvernances et M. s'élève, il dit c'est bien gouverné. Bon, moi, souvent quand... Est-ce que ce n'est pas le cas aussi? Si la Cour des comptes n'avait pas fait ce rapport, on pourrait dire qu'il y a une malgouvernance ou une mauvaise gouvernance. S'il te plaît, moi, je ne sais pas souvent quand on parle, souvent j'ai l'impression que chacun ne connaît pas sa place. Chacun ne connaît pas sa place. Je crois que quand on donne une autorité à une structure, c'est pour jouer un rôle. Dénoncer les malversations. Quand elle dénonce, c'est que ça ne va pas. Mais pourquoi voir la dénonciation et dire ça va? C'est ce qu'il a. Le même ministre, je me souviens de ses propos lorsque une personnalité de la société civile a décrit les mots qui minent la Côte d'Ivoire. Il a dit c'est la réalité de cette personnalité, que ce n'est pas la réalité du gouvernement. Mais je dis, mais il faut arrêter un moment. À un moment donné, il faut arrêter. En fait, ce que je veux noter avant de poursuivre, c'est que dans ce pays, chacun son rôle. C'est comme un enseignant qui enseigne mal, et puis on dit, bon, puisqu'on a dévoilé qu'il enseigne mal, c'est qu'on a bien fait, c'est que ça va. Mais il enseigne mal, c'est que ça ne va pas. Mais est-ce que le fait de dévoiler qu'il enseigne mal, ce n'est pas aussi bien fait? Parce que si on ne le fait pas et qu'on le laisse continuer, ça peut entraîner des dégâts. Mais si déjà on interpelle, on attire l'attention de tous sur cela, est-ce que ce n'est pas l'expression de... Tu sais, M. Khalid, c'est que je veux que tu retiennes. C'est-à-dire, quand ça pas forcément moi, mais les téléspectateurs. C'est pourquoi je dis ce que je veux que tu retiennes. Quand ça va mal et qu'une structure dénonce, la bienséance veut qu'on dise ça va mal et qu'on cherche des solutions. Mais on ne dit pas... On ne cherche pas à se gargariser de ce qu'on a bien fait de dénoncer. Mais nous, ce qu'on attend de vous, c'est de corriger. C'est de corriger les dysfonctionnements. Ce n'est pas de se gargariser de ce que tu fais de la bonne gouvernance en dénonçant ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas, que tu corriges. Toi, ton rôle en tant que gouvernant, en tant que premier responsable, c'est de corriger ce qui ne va pas. C'est pourquoi tu t'es fait élu. C'est pourquoi tu as demandé aux Ivoiriens de t'accorder leur suffrage. C'est pour corriger. C'est pas pour te féliciter que quand on dénonce ce qui ne va pas, c'est que c'est pas que tu fais bien. D'accord, c'est voilà. bien le cas. Donc je poursuis, parce que la question qui m'a été posée, c'est comment j'ai dû... Il a dit dans son communiqué que j'ai suivi un peu, que les ministres allaient se justifier. C'est ce qu'il disait tout à l'heure. Quand les ministres se justifient, on voit encore ce que ça crée. Parce que le ministère du Budget, dans le rapport, on a vu sa note, et aujourd'hui, on voit encore sa réplique, et ça ne fait qu'amplifier le doute qu'on a sur sa capacité à gérer le budget de l'État. Il dit une chose et le contraire, c'est ça? Il dit une chose et il enfonce. Parce qu'il dit ne pas savoir où se trouve l'argent. Que la Cour des comptes s'en réfère à Sénédaï. Aujourd'hui, il dit non, cet argent-là... est dans un compte. Non, cet argent, non seulement est dans un compte, mais ce qui a été révélé par la Cour des comptes n'est que... Pour les demandes en ligne des visas. Des visas. Alors que quand on regarde en 2022, ce qui veut nous faire savoir, c'est qu'il y a eu 53 demandes de visas. D'accord. Attends, c'est trop grossier ça. D'accord. Faut arrêter un moment. D'accord. Est-ce que vous partagez le même avis que... Il n'a pas partagé mon avis, ce sont des faits. Beta Michel, parce que Beta Michel estime que le pays est mal gouverné. Mais c'est pas moi, c'est des faits qu'il a dit. C'est pas mon avis totalement. C'est vrai qu'il y a des faits de gestion peu scrupuleuse des deniers publics. Donc il y a mauvaise gouvernance. Non, il y a d'abord l'intention de création de la structure en charge de repérer ces dysfonctionnements. C'est déjà ça. Imaginez-vous que cette structure n'existait pas. On n'aurait jamais rien su. Mais attends. On allait attendre. Mais c'est des lois. Permettez-moi de revenir un peu en arrière. Non, c'est pas ça. Monsieur Beta, on va s'écouter. Vous avez parlé. Laissez-le parler. Après, vous aurez l'occasion. La Côte d'Ivoire, je ne suis pas en train de défendre la bonne gouvernance. Mais je note que les structures mises en place par le président de la République font leur travail. Et là, Beta reconnaît avec moi qu'une structure mise en place par le président de la République a fait un travail que lui-même il salue. Ça veut tout dire.
je vais revenir un peu en arrière. Il s'interroge. Oui, L'État dit toujours, on voit ces faits qui sont révélés, mais après, il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas de suivi. Toutes ces inquiétudes que Beta a aujourd'hui sont à l'actif de la Cour des comptes. Imaginez-vous qu'elle n'avait pas réagi. Lui, il serait tranquille ailleurs. Je veux dire quoi? Revenons un peu en arrière, où ces structures n'existaient pas. Vous vous souvenez qu'il a fallu que ce soit des structures qui, à l'extérieur de la Côte d'Ivoire qui dénoncent des détournements en Côte d'Ivoire. L'Union européenne qui dénonce des détournements de deniers publics, je crois que c'était dans les années 90, 98, 97. Est-ce qu'une structure nationale a eu à faire ce type de travail? Je crois qu'il faut s'en féliciter et saluer les décideurs qui ont mis en place ces structures, qui ont été critiquées au départ. C'est les députés. Hein? Les députés? C'est des lois. Non, je veux dire quoi? La Cour des comptes est une institution qui a été mise en place par le chef de l'État, par le président de la République. Et par décret, il a nommé. Par décret, il a nommé. Il pouvait faire autre chose. Et au moment où ces institutions étaient en train d'être mises en place, on parlait de décisions budgétivores. Mais aujourd'hui, on se rend compte, en tout cas, je me rends compte, et c'est avec honneur que je note ça, que ces structures-là font leur travail et dans le futur, vous allez remarquer que le tollé soulevé par le résultat de ce rapport-là auront des résultats nets sur notre gouvernance. Est-ce que ces révélations qui ont été faites ne sont pas l'expression de ce que le pays n'est pas bien géré, n'est pas bien gouverné? On parle des milliards, des sommes colossales qu'on ne retrouve pas. Ce que je veux qu'on note ici, parce qu'il n'y a pas à défendre quelqu'un qui vit sur le dos des populations, dans un contexte où on va chercher l'argent dans la poche du contribuable pour régler certains déficits. Donc, je veux qu'on soit clair sur cette question. Il ne s'agit pas ici de défendre ceux qui seraient, parce qu'on a encore, les enquêtes n'ont pas encore défini clairement les responsabilités. Mais il ne s'agit pas de défendre ici tous ceux qui sont auteurs, qui seraient auteurs de ces choses-là. Mais il faut noter qu'il y a un début d'action en faveur de la bonne gouvernance. Et ce que je souhaite, c'est que cela soit suivi de faits, que le président de la République prenne des décisions, des sanctions s'il faut, s'il y a des gens qui sont impliqués dans ces choses-là. Quand vous parlez de sanctions, vous faites allusion à quoi? À quel type de sanctions? Les sanctions, on les connaît. Quand tu voles, qu'on t'attrape, tu vas en prison ou tu rembourses. Moi, je ne suis même pas pour que les gens aillent en prison. Il faut leur faire rembourser ce qu'ils ont volé. D'accord. S'il est établi qu'une personnalité s'est rendue coupable d'un détournement, il faut lui faire payer ça. Parce que on ne peut pas parler de cherté de la vie. On ne peut pas parler d'aller chercher tout le temps dans la poche du contribuable alors que des gens sont assis là, ils pompent les caisses de l'État. D'accord, c'est bien noté. Alors, Beta Michel, en un mot pour vous, quelle serait la suite de cette affaire? Non, la suite est définie par les lois. Hein. Moi, je crois que là, il faut éclairer suffisamment l'opinion sur ce qui s'est passé. Et j'en appelle vraiment à la diligence de nos autorités, de ne pas laisser ça comme ce qu'on a commencé à voir par des communiqués qui ne font que s'aimer et entretenir encore la confusion dans l'esprit des populations. Il faut vraiment donner une suite, vraiment, je veux dire, légale à tout ce qui a été révélé là. Et puis bon, de sorte qu'on ait un rapport, encore un autre rapport qui nous dise ce qui a été fait et ce qui va être fait en compte ces avenants. D'accord. En attendant la suite de cette affaire, il y a aussi une autre affaire. C'est que depuis le 1er janvier 2024, le coût de l'électricité connaît une hausse, une augmentation en Côte d'Ivoire de 10%. De ce fait, le prix moyen de vente qui était de 79 francs CFA le kilowattheure est passé à 87 francs CFA pour un coût de revient moyen de 89 francs CFA. Rappelons que cet ajustement intervient après celui du 1er juillet 2023 qui était de 9,6% et qui ne concernait que 11% des
des abonnés. Et selon le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, cette mesure vise à réparer le déséquilibre financier de 127 milliards de francs CFA que connaît le secteur de l'électricité du fait de la conjoncture mondiale marquée par la COVID-19 et la guerre en Russie et en Ukraine. Alors, Ténébé Ousmane, on va ouvrir cette seconde partie de cette émission avec vous, mais ça sera après cet élément que je vous propose qu'on écoute ensemble. S'agissant de l'électricité, je comprends les préoccupations de nos concitoyens. Cependant, je voudrais ajouter que l'augmentation du prix de l'électricité était malheureusement une nécessité pour maintenir la quantité et la qualité de l'électricité que nous produisons dans notre pays. Je voudrais d'ailleurs souligner qu'en dépit de cette hausse, la Côte d'Ivoire reste l'un des pays en Afrique où les prix au kilowattheure est le plus bas et aussi l'un des pays où les coupures d'électricité sont les plus faibles sur l'ensemble du continent. Gouverner, c'est prévoir et c'est assumer. Donc cette augmentation est une nécessité et vous avez bien fait de la mettre en œuvre. Alors, cette augmentation était une nécessité. Le président de la République trouve que ça a été bien fait d'augmenter le coût de l'électricité en Côte d'Ivoire de 10%. Ténébé Ousmane, vous pensez aussi que c'était une nécessité, on ne pouvait pas s'en passer? Le président de la République dit, je le cite, gouverner, c'est prévoir, c'est aussi assumer. Je crois qu'il vient ajouter sa voix à celle du ministre du pétrole et de l'énergie, qui a expliqué les contraintes qui ont conduit à cette décision, malheureusement. Est-ce que pour vous, ces contraintes-là, il parle de Covid-19, il parle de la guerre russo-ukrainienne, est-ce que pour vous, ça justifie forcément? C'est pourquoi je dis malheureusement, parce que c'est avec regret que chaque fois, je le dis, parce que ces guerres, bon, ces réalités qui sont extérieures à la Côte d'Ivoire, qui nous font subir les conséquences de leur enlissement, c'est toujours regrettable. Ce que j'aurais souhaité que nos gouvernements fassent, c'est de faire preuve de résilience et de puiser en eux-mêmes, de chercher à trouver des solutions endogènes. C'est-à-dire? C'est vrai que on est dans un monde où tout est entremêlé, mais est-ce qu'il n'y a pas de possibilité de venir puiser dans nos ressources pour juguler quelque peu les effets de ces guerres extérieures, de ces crises extérieures? Il y a un député que j'ai écouté qui a fait un direct, je crois que c'est le député Assale Tiemoko, qui nous faisait remarquer que la Côte d'Ivoire perdait, ça c'est la fraude, dans la fraude, près de 40 milliards de nos francs par an. Vous voyez, c'est un manque à gagner. Il parlait aussi de perte d'énergie dans le processus de transfert, de transport du moins de l'énergie depuis la source jusque chez le consommateur. Ce sont des choses qu'il faut regarder. Ce sont des choses qu'il faut regarder. Parce que venir chaque fois chercher dans la poche du contribuable pour le président de la République a parlé de qualité et de quantité d'électricité. Le président estime que malgré cette hausse, la Côte d'Ivoire demeure le pays où le coût de l'électricité est le plus bas. Oui, bon, c'est le président de la République qui le dit. Je comprends sa volonté de calmer, de consoler les populations, les ménages. Mais à la vérité, c'est que un enfant ne comprend pas que tu réduis son salaire parce que, du moins, c'est ce que tu lui donnais avant. Parce que celui du voisin gagne moins que lui. Lui, il a une habitude. Et si demain, tu viens, tu enlèves 100 francs dessus, tu lui dis, ah, ton voisin qui est à côté là, lui, gagne moins. Bon, tu le consoles, certes. D'accord. Mais la situation demeure. D'accord, c'est bien, voilà. C'est bien noté. Beta Michel, quel est votre avis sur cette hausse du prix
l'électricité en Côte d'Ivoire. Est-ce que les arguments qui sont avancés par le gouvernement, on a écouté le président de la République, c'était une nécessité? Non, c'est le président qui a dit que c'était une nécessité. En dehors de lui, personne n'a dit que c'était une nécessité. Mais est-ce que vous pensez que c'était une nécessité? Non, pour moi, quand les autorités disent que c'est une nécessité, c'est que, bon, peut-être, ils ont analysé, ils ont vu que dans leur politique de gestion, dans leur programme de prospective, c'est que c'est pour eux un choix stratégique que d'augmenter. Mais moi, je dis en même temps qu'on augmente, en même temps, je me demande, mais qu'est-ce qu'on fait pour ces populations qui vont subir? C'est ça, moi, ma question. Vous voulez qu'on fasse quoi? Oui, mais il y a plusieurs mécanismes. Aujourd'hui, quand tu ne payes pas ton électricité, il y a une pénalité. Avec le délai qu'on a donné aux uns aux autres pour payer leurs factures, c'est des mesures, on peut dire que ce n'est pas des mesures très grandes, mais déjà, ça montre votre volonté de vouloir les soulager. On peut ne serait-ce qu'éliminer les pénalités pour leur donner le temps de réunir cette ressource-là pour pouvoir payer. Parce que quand on te dit tu vas payer dans une semaine, parce que ça fait une semaine le délai, on dit tu commences à payer le 1er janvier, et puis on te dit ça le 25, là-bas le 26, donc tu vois, on te donne seulement une semaine, mais tu n'as pas d'argent, il faut qu'on te donne le temps, donc tu peux accumuler des pénalités. Donc toutes ces mesures-là, moi je vais préférer que le président, dans sa nécessité d'augmenter, comme il le dit, parce que c'est lui seul qui a les paramètres, comme il le dit, il était judicieux d'accompagner ça de mesures pour aider celles qui vont subir ces contre-coups-là. Parce que la ressource n'est pas disponible immédiatement. Donc il y avait plusieurs mesures que j'aurais souhaité qu'ils soient prises pour aider, qu'elles soient prises ces mesures pour aider ces populations. Ouais, mais cela malheureusement n'est pas fait. Et le président, bon, dans sa volonté d'enfoncer le clou, dit merci d'avoir augmenté le prix et il salue même cette mesure. Pourquoi vous dites dans sa volonté d'enfoncer le clou? Mais attends, quand quelqu'un est chicoté et que tu salues celui qui le chicote, c'est que tu de chercher des mesures, je dis pour soulager, pour apaiser, mais tu enfonces le clou. Tu prends une chape de massue sur la tête et puis dis merci d'avoir fait ça. Bon, bref. Pour vous, c'est un discours que le président ne devait pas tenir? Non, c'est même pas ça, c'était pas approprié. C'était pas approprié. Déjà qu'il justifie les coûts, ça suffisait. Mais remercier pour dire, ben, vous avez bien fait, je ne vois pas la nécessité. Il justifie les coûts, il dit, ben, c'était une nécessité liée à la conjoncture mondiale. Ben, écoute, donc dans ces mesures, dans ces dispositions-là, c'était à lui de trouver des mesures d'accompagnement pour aider les gens. Ce n'est pas pour leur dire merci à ceux qui l'ont fait. Bon, moi je ne suis pas tout à ce niveau, mais moi je dis toujours, parce qu'on parle le plus souvent, quand on parle, nous nous adressons aux populations. Nous voulons que nos populations aient moins de difficultés. Parce que nous sommes aussi avec elles, nous voyons que les difficultés sont les nôtres. Voilà, donc c'est dans ce sens-là que j'en appelle encore à la volonté du gouvernement. C'est vrai qu'il y a une nécessité, mais il y a une possibilité aussi. Parce que dans certains discours, quand on en voit ceux qui proposent, il y a plusieurs qui proposent des solutions, on en voit souvent dans les contributions. Il faut explorer d'autres pistes. Je les invite à explorer d'autres pistes pour soulager les populations qui vont subir ce contre-coup de l'électricité. Parce qu'il ne faut pas oublier que ça fait 19% d'augmentation. Voilà, contrairement à 10%, on dit 10%, ça fait 19%. Alors qu'il faut un taux de 27% pour... Donc l'État dit supporter 8% pour l'instant. Mais ça ne va pas durer aussi. Parce que par le passé, on disait supporter 18%, on a cédé 10%. On supporte 8%, mais jusqu'à quand? Donc on est parti d'un... On doit craindre une nouvelle augmentation? Non, ça c'est inévitable. C'est inévitable parce que ce que l'État prend pour supporter là, c'est ce que ne pouvait pas, l'État ne pouvant plus céder. Donc, si ça a perdu, l'État sera obligé encore de céder les 8% et mettre ça à l'actif des contribuables. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, plus que jamais, le président Ouattara s'est fait élire sur une base de solutions contre la misère. Ne donnez pas vos voix à la misère. C'est en 2010, on se souvient. Ne donnez pas vos voix à la difficulté. Vraiment, la difficulté sont trop. Qu'il apporte la solution maintenant. On attend vraiment impatiemment les solutions. Parce qu'on a vu... Vous pensez que les solutions manquent jusqu'ici, les solutions ne viennent pas. Les solutions, au contraire, même la situation s'empire. On va écouter s'il est encore possible, que nos voix en porte encore, je voulais dire au président, vivement, nous sommes
nous sommes fatigués, nous attendons ces solutions. D'accord. Des solutions qui marchent, pas les solutions qui marchent. D'accord. Est-ce qu'au regard de la situation, au regard de cette hausse, au-delà de l'augmentation de l'électricité, il faut signifier qu'il y a d'autres produits aussi qui ont connu des hausses ici en Côte d'Ivoire. Est-ce que tout ceci mis ensemble, comme le dit Beta Michel, c'est l'expression de ce que le pouvoir est en panne, en manque de solutions, comme il a dit, des solutions qui marchent? Non, je ne vais pas analyser ça sur cet angle pessimiste. Il ne faut pas oublier, je ne défends pas le gouvernement forcément, mais on est dans un contexte international qui impose à chaque pays de prendre des mesures. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas typique à la Côte d'Ivoire. Lorsque Ouattara voulait ces solutions, la Côte d'Ivoire était en crise, divisée en deux, un pays divisé en deux. Non, il ne faut pas confondre les choses. Non, mais c'était pire. Oui, c'est pire que la conjoncture internationale. Non, il ne faut pas... Non, tu sais, Beta. Oui, vas-y. La Côte d'Ivoire était en crise avec qui? Avec elle-même. Oui, mais c'est pire. Oui. Un pays divisé en deux, vous parlez de l'économie ne fonctionne pas. Parce que ce que nous vivons est tellement sérieux qu'il faut que nous regardions ça ensemble au-delà des obédiences politiques et sans passer. Mais c'est ce que nous faisons. Aujourd'hui, ce que nous vivons, c'est des contingences extérieures qui font que la situation nationale est compliquée. Or, la crise à laquelle lui fait allusion était une crise interne. Oui, est-ce qu'il y avait une conjoncture internationale à l'époque? Je ne pense pas. C'est les Ivoiriens entre eux qui s'en prenaient à eux-mêmes. La conjoncture qui a été... Je veux dire quoi? Aujourd'hui, Dieu merci, les Ivoiriens sont ensemble. On peut dire que la réconciliation est vraiment établie, le pays est stable, tout fonctionne normalement, le pays n'est pas divisé. On a la possibilité de se mettre la main dans la main et puis de trouver des solutions face à une conjoncture internationale qui est sans équivoque. Parlant de solutions, vous aviez indiqué tout à l'heure que l'État pouvait aller puiser dans ses ressources, dans ses poches pour faire face à cette difficulté. Voilà, quand je dis... Il y a certains aussi qui pensent dans ce sens, qui disent que face à toute cette cherté de la vie, les nominations qui sont faites ça et là, on peut s'en passer. C'est de tout ça que je parle. Quand je dis trouver des ressources internes, c'est-à-dire qu'il faut que nous-mêmes, nous soyons résilients. C'est de tout ça que je parle. Il faut prendre des mesures qui nous fassent faire des économies. Ça, c'est un. De deux, en ce qui concerne l'énergie, il a été évoqué des pertes d'énergie, notamment en ce qui concerne la fraude, qui coûterait 40 milliards de nos francs par an à l'État. Ce sont des choses qui ne sont pas négligeables. Ça, c'est le côté énergétique. Maintenant, sur les autres questions, concernant la cherté de la vie, les denrées alimentaires, mais nous avons des centaines d'hectares de bas-fonds en Côte d'Ivoire qui peuvent être exploités. D'accord. Il faut que nous cessions de vivre des céréales russo-ukrainiennes, parce que c'est ce qui nous a fait souffrir. Nous vivons du riz qui vient d'ailleurs, des céréales qui viennent du blé qui vient d'ailleurs. Et même, pour ce qui concerne l'électricité, il semble qu'il y a une partie du gaz qui est exporté de l'extérieur. Donc tout ça, ça joue sur la situation nationale. Est-ce que vous craignez une nouvelle augmentation, comme Beta le soutient? C'est une crainte partagée, d'autant plus que les chiffres évoqués là sont nets. On parle de 7%. Si on a pu jubiler jusqu'à 19%. On a 20% maintenant. Voilà, ça veut dire que ce n'est pas encore complet. Donc les gens ont légitimement des inquiétudes. D'où le fait pour Beta de dire que le pouvoir est en manque de solutions. Je pense qu'il faut qu'on regarde les choses sous l'angle de proposition de solutions. Ce que nous faisons, les débats que nous faisons, c'est des solutions que nous proposons aux décideurs. Il faut que le décideur, ça c'est mes propositions, il faut que le décideur cesse, ou du moins réduise sa capacité à regarder dehors et à regarder et à tourner son regard dans sa propre marmite pour retrouver des ressources. Parce que je suis convaincu qu'on a les ressources. Est-ce que c'est ce qui est fait véritablement, Beta Michel, quand tu dis qu'il faut puiser dans ces ressources? Est-ce que vous avez l'impression que l'État de Côte d'Ivoire s'inscrit dans cette dynamique? Non, vous savez, la Côte d'Ivoire, pays de 322 000 km² avec une terre, des terres
arabe assez immense, ne puisse pas suffisamment dans ses ressources, puisque aujourd'hui, nous sommes encore en train d'importer du riz, alors que nous avons été autosuffisants en riz à un certain moment. Donc, on ne puisse pas suffisamment dans nos ressources, ça c'est clair. Voilà, ça c'est clair. Nous sommes tellement braqués vers l'extérieur que tout ce qui touche l'extérieur nous enrhume. Voilà, c'est ce que nous vivons, malheureusement. C'est pourquoi je crois que je conviens avec mon co-débatteur qu'il faut emmener l'État à puiser dans ses ressources. Vraiment sans concession aucune. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne doit pas être en train de parler des chertés de la vie quand on parle de tomates, d'oignons, de piments. Ça, au moins, on peut arriver à quelque chose là. On peut arriver à une autosuffisance en piment. Ouais, ou bien, c'est pas possible. Non, mais attendez. Donc, bref, vous dit que l'État ne fait pas, ne se tourne pas véritablement vers ses capacités internes et toujours tendu vers l'extérieur. Aujourd'hui, on parle de 30 000 milliards de dettes et que chaque Ivoirien serait endetté à raison d'1 million par Ivoirien, 29 millions d'habitants. Bon, tu vois, c'est des questions. Bon, c'est des questions qui montrent que notre État a décidément résolument tourné la face vers l'extérieur. Et les conséquences, moi, je pense que seront incalculables pour nous-mêmes d'abord et puis pour les générations futures. D'accord. Oui, allez-y. La question, ce qui me rassure, c'est que le gouvernement, et moi, le président de la République, dans son discours au dernier conseil des ministres jeudi, là, a invité les investisseurs à se tourner vers l'agriculture. Donc ça peut susciter... Ça vous rassure? Ça me rassure. Je pense que si c'est suivi à la lettre, on peut espérer. D'accord, on peut espérer et puis on va espérer que les choses aillent mieux pour le bonheur des populations ivoiriennes, des populations ivoiriennes auxquelles s'est adressé le président de la République, Alassane Ouattara. C'était le 31 décembre 2023. On va se retrouver dans quelques instants pour évoquer le troisième sujet de cette émission. Comme il est de coutume, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, s'est adressé à la nation le 31 décembre 2023, veille de la nouvelle année 2024. Dans son discours, le chef de l'État a dressé le bilan de ses actions au titre de l'année 2023. Il s'est également projeté sur cette nouvelle année qu'on a entamée, ça fait maintenant 5 jours. On va écouter un extrait de ce discours du président Alassane Ouattara et on revient pour en débattre. Mes chers compatriotes, comme vous le savez, l'année 2023 a été décrétée année de la jeunesse afin de renforcer les efforts déployés par le gouvernement depuis 2012 en faveur de l'épanouissement de nos jeunes qui sont l'avenir de notre nation. Dans ce cadre, le gouvernement a adopté le programme jeunesse du gouvernement sur la période 2023-2025 pour un montant de 1 118 milliards de francs CFA, dont 361 milliards de francs CFA pour la seule année 2023. Ainsi, ce programme a impacté à ce jour plus d'1 million de jeunes hommes et femmes à travers diverses initiatives dont près de 200 000 ont déjà bénéficié d'un appui à l'insertion professionnelle et au financement de leurs projets. Mes chers compatriotes, tout au long de l'année écoulée, nous avons accéléré la mise en œuvre du plan de développement 2021-2025. Le rythme des lancements et des inaugurations d'infrastructures découlant de nos projets structurants s'est accéléré, avec notamment l'ouverture du parc des expositions d'Abidjan, un complexe intégré et moderne pour l'organisation de grands événements. La mise en service de la section Tchébissou-Bouaké de l'autoroute du Nord, la mise en service des autoroutes de sortie
est et ouest d'Abidjan et d'une partie de l'autoroute de contournement d'Abidjan afin de fluidifier le trafic routier dans le Grand Abidjan. La mise en circulation du 5e pont, devenu un ouvrage touristique de premier plan, en plus de son importance économique pour notre pays. L'ouverture à la circulation d'une partie du 4e pont d'Abidjan dans les semaines à venir. L'année 2023 a vu l'augmentation du salaire minimum interprofessionnel garanti, le SMIG, qui est passé de 60 000 francs CFA à 75 000 francs CFA par mois à compter du 1er janvier 2023. La CAN représente, au-delà de l'enjeu sportif, une opportunité pour donner une nouvelle impulsion au développement de l'industrie touristique et culturelle et de plusieurs secteurs de notre économie. Conformément à nos engagements, nous avons mis à la disposition des organisateurs 6 stades de niveau international, des terrains d'entraînement pour chacune des 24 équipes qualifiées, des réceptifs répondant aux normes d'hébergement standard et des conditions de déplacement aisées et sécurisées. Nous sommes bel et bien sur les antennes de l'Intelligent TV. Nous sommes vendredi 5 janvier 2024. Nous sommes en direct sur l'Intelligent TV pour cette émission. Ce premier numéro de la revue de presse grand format consacré au décryptage de l'actualité ici en Côte d'Ivoire et ailleurs dans le monde. Pour cette émission, on ne s'intéressera pas à l'actualité hors de la Côte d'Ivoire. Ce sont des sujets uniquement consacrés à la Côte d'Ivoire. Et là, on va s'intéresser au troisième et dernier sujet. Sinon, c'est le discours à la nation du président de la République, Alassane Ouattara. Qu'est-ce qu'il faut en retenir? C'est la question que nous posons à nos invités. Et on commence par Beta Michel. Bon, il faut dire que le discours, quand même, moi, ce que j'ai salué, c'est cette volonté du président de susciter, d'entretenir l'espoir chez chacun de ses concitoyens. Mais la réalité n'est pas à l'espoir. Parce qu'aujourd'hui, on finit l'année. Vous pensez que c'est juste pour entretenir l'espoir auprès de la population qu'il a fait ce discours-là? C'est un discours que vous voyez comme ça? Non, je dis dans sa forme. Hein, je parle de sa forme. Dans la forme, quand il finit, il lance un appel à l'espérance et tout cela. Je dis, ben, écoute, ça pourrait galvaniser et donner de l'espoir aux populations. Mais... Et pour le bilan des actions qu'il a menées à la tête de ce pays en 2023, il a cité il a cité les infrastructures, il a cité tout ce qu'il va avec. Avec l'année de la jeunesse. L'année de la jeunesse où il a parlé de l'impact de 1 million de jeunes et 200 000 qui ont été impactés. Oui, mais quand tu avec un montant de 118 milliards de francs. Quand tu écoutes tout cela, hein, 118 milliards de francs. Et puis tu t'en vas maintenant sur le terrain de la population pour enquêter, pour voir un peu l'impact de ces mesures-là sur les populations. Quels sont les résultats que votre enquête a donnés? Non, moi, mes enquêtes sont des enquêtes de faits. C'est-à-dire que je veux toujours énumérer. Quand on parle de quantifier, il faut quantifier les choses. C'est important. Je parle souvent des examens et concours. Quand on voit le nombre de personnes qui s'inscrivent pour le ratio entre les places, on comprend qu'il y a un malaise. Il y a un malaise au sein des populations qui sont en quête d'emploi, pour la plupart jeunes. Quand on voit un peu la question de l'immigration clandestine, hein, où on évoque le fait que beaucoup plus d'Ivoiriens sont enclins à s'expatrier, c'est qu'il y a un malaise. C'est des faits. C'est pourquoi je dis toujours, c'est bon de brandir les chiffres. Mais il faut que les chiffres reflètent la réalité. C'est à ce prix-là seul qu'on peut se satisfaire. Mais si les chiffres sont loin de la réalité, on se dit, ben, c'est des chiffres du gouvernement et la réalité, notre réalité est différente de celle des autorités. Donc c'est pourquoi je dis, c'est vrai, il y a de l'espoir dans son message. Il y a des attentes légitimes pour nos populations. Mais jusqu'ici, elles ne sont pas tellement matérialisées. Peut-être que c'est les défis auxquels nous devons faire face qui sont aussi énormes. Mais il faut le dire, c'est pourquoi j'ai parlé, quand on parlait tout à l'heure, j'ai dit, jusqu'ici,
Hein? C'est vrai que Ouattara a fait près de 13 ans au pouvoir, mais vraiment, c'est l'effet de ce qu'il a promis à cette population, l'effet de ce qu'il a promis à cette jeunesse-là n'est pas suffisamment palpable pour qu'on se félicite aujourd'hui de la gestion du pouvoir Ouattara. D'accord. Tenebe Ousmane, est-ce que vous êtes du même avis? Il estime que les chiffres qui ont été évoqués par le président, a parlé... Je partage en partie ce chemin. Est-ce que vous avez l'impression que ça reflète la réalité, ce qui a été dit par le président, qui parle de 1 million de jeunes impactés? 1 million de jeunes impactés. 200 000 projets. Je crois qu'il faut bien regarder les sujets. Il n'a pas dit 1 million de personnes ont bénéficié du projet, mais ont été impactés. Comment vous comprenez ça? Les 200 000, c'est sur la base des chiffres qu'il dit, sur sa table. C'est des chiffres qui lui ont été donnés avec des noms précis. Et c'est ce chiffre-là qui est 200 000. Donc, il y a toujours des efforts qui restent à faire, parce que la jeunesse ivoirienne, elle est énorme et ses attentes sont nombreuses. Il a parlé de promotion en faveur de champions nationaux. C'est ce qui m'importe le plus. Parce que les champions nationaux, de mon point de vue, c'est créé. Et c'est l'État qui les accompagne. Quand on les détecte, on leur donne les moyens pour constituer les grandes structures. Vous allez voir les grands groupes avec à leur tête des grands hommes. Ils ont été accompagnés par l'État. Quand vous prenez le Nigeria, avec, comment il s'appelle, Dangote, vous allez voir, si vous enlevez la contribution active du gouvernement Olusegun, Dangote ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Il faut que nos autorités travaillent à créer des champions comme les Bions. Même Bions, on peut dire que les Bions ce sont des champions nationaux. Leurs parents ont été aidés, accompagnés par Houphouët-Boigny. C'est dans ces investissements-là qu'il faut que l'État mette l'accent pour permettre de faire émerger des champions nationaux qui vont vraiment recruter, qui vont employer des milliers et des milliers d'Ivoiriens. Et ces structures-là, ces entreprises de champions nationaux-là ne sont pas seulement des structures ivoiriennes, ce sont des grands groupes, comme les entreprises de Dangote qui sont un peu partout en Afrique. Vous pensez que ça doit être l'une des priorités du gouvernement pour l'année 2024? Dans leur programme jeunesse-là, je propose qu'ils identifient un certain nombre de compétences. On n'aide pas des gens par complaisance. Parce qu'on sait... Vous avez l'impression que les aides sont faites... non, c'est pas que je ne juge rien, mais je veux qu'on tienne compte de... En voulant créer un champion national, il faut qu'on détecte chez le champion national sa volonté de devenir champion national. On n'aide pas quelqu'un qui veut aller en Europe. Il y a des gens à qui on a donné des projets qui sont aujourd'hui de l'autre côté. D'accord. Voilà, donc c'est un peu ça. On va vous prendre la parole. Et la remettre à Beta Michel pour son dernier mot sur ce sujet. Non, sur ce sujet, je dis que vraiment les Ivoiriens sont dans une attente légitime de plus d'action. Mais ce sur quoi je quelle action pour vous, le gouvernement notamment sur les produits agricoles et vivriers. Moi, je suis outré. C'est un sujet qui vous tient à cœur, vous en parlez régulièrement. Non, je le dis puisque c'est à notre portée. Voilà, c'est ça. Ce que je dis, c'est qui est immédiatement faisable. Hein? On me dit le pétrole n'est pas disponible. Le gaz n'est pas disponible pour diminuer le coût de l'électricité. Mais je dis ce qui est disponible, c'est la terre. Et la terre ivoirienne est productive. Comment faire pour que cette terre productive-là nous donne à manger? C'est une équation qui est à notre portée. Je veux que le gouvernement s'implique suffisamment dedans. Hein? Pour qu'au sortir de 2024, quand on sortira de 2024, on va dire aujourd'hui, ouf, on est autosuffisant en tomates, en riz, en piment, en aubergine, en gombo. Ça, au moins, on peut vraiment en produire à l'appel. Ouf, nous sommes à la fin de cette émission. Merci à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation. Tenebe Ousmane, journaliste consultant, Beta Michel, directeur, fondateur du journal Le Bélier. Merci à tous les deux d'être passés sur notre plateau pour nous aider à aider nos téléspectateurs à comprendre l'actualité ici en Côte d'Ivoire. Rendez-vous pris, sinon prenez rendez-vous avec l'Intelligent TV à 18 h
pour l'émission Aqua Cannes qui prépare chacun d'entre nous à recevoir la plus belle canne de l'histoire du football. Merci infiniment à toutes et à tous de nous avoir suivis et puis à très bientôt sur nos antennes. N'oubliez pas, l'Intelligent TV est disponible sur satellite numéro 397. Bonsoir.